Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Le nombre de morts continue à augmenter en Floride. Le maire de Miami déclare que 14 morts supplémentaires ont été retrouvées, ce qui porte le nombre de morts à 78. Le nombre de personnes portées disparues est passé à 62, et ce depuis vendredi matin. Nous avons maintenant enlevé plus de 13 millions de livres de béton et de débris, 60 camions par jour travaillent. Nous avons maintenant découvert 14 victimes supplémentaires dans cette tragédie. Cela porte le nombre total de décès à 78. Les responsables pensent pouvoir retrouver les autres d'ici la semaine prochaine. Pendant que la tragédie se poursuit en Floride, la barrière tombe dans la capitale nationale. Cela fait 6 mois que la clôture a été érigée. La police du Capitole a indiqué dans un courriel adressé à tous les membres du Congrès que le démontage devait commencer dès vendredi 9 juillet et se terminer dans les 2 à 3 jours si la météo le permettait. Mais le Capitole restera fermé à la plupart des visiteurs. Cette fermeture est déjà la plus longue de son histoire, environ 16 mois depuis le début de la pandémie. Dans les semaines qui ont suivi l'intrusion du 6 janvier au Capitole, des milliers de soldats de la garde nationale ont été déployés et des clôtures de 2,5 m ont été installées pour protéger le complexe. Et passons maintenant à Biden qui promet de mettre fin mercredi à 90 milliards de dollars d'allègements fiscaux pour l'industrie des combustibles fossiles. Les recettes supplémentaires permettraient de financer une partie de son plan Build Back Better. Et cela augmenterait probablement le prix de l'essence. M. Biden a mis l'accent sur une augmentation des taxes sur les entreprises du secteur de l'énergie pour financer une partie de son plan pour les familles américaines lors d'un discours à Crystal Lake dans l'Illinois mercredi. Si nous mettons fin aux avantages fiscaux accordés aux combustibles fossiles et que nous faisons payer les pollueurs pour qu'ils nettoient les dégâts qu'ils ont causés, cela permettrait de récolter 90 milliards de dollars. Je ne leur demande pas de faire quelque chose d'injuste, je ne vais simplement plus les subventionner, dit-il. L'annonce de M. Biden intervient alors que le prix moyen de l'essence dans le pays s'envole à mesure que l'économie se redresse et que la demande augmente et que l'offre s'efforce de suivre. Les compagnies d'énergie se sont opposées aux propositions fiscales de Biden depuis le début. Selon The Hill, le président de l'American Petroleum Institute, Michael Summers, l'augmentation des taxes sur l'énergie américaine ne fera que saper la reprise économique et la création d'emplois, pousser les investissements dans le gaz naturel et le pétrole à l'étranger et entraîner une diminution des recettes publiques, pas une augmentation. Les démocrates espèrent faire passer le plan famille américaine de Biden et une partie de son plan emploi par le processus de la réconciliation au Sénat. Les républicains ont juré de leur côté de s'y opposer. Pour financer ces plans, Biden veut augmenter les impôts sur les grandes entreprises et les riches américains et mettre en œuvre une application plus stricte de l'IRS. Et en parlant de l'augmentation des impôts, une partie de la proposition de M. Biden comprend un impôt minimum mondial d'au moins 15%. L'objectif serait de se débarrasser des paradis fiscaux, d'uniformiser les règles de jeu et d'inciter les entreprises à investir chez elles. 130 pays ont soutenu le plan proposé, mais 9 s'y sont opposés. Ces 9 pays sont l'Irlande, l'Estonie, la Hongrie, le Pérou, Barbade, Saint-Vincent et les Grenadines, qui sont dans les Caraïbes, le Sri Lanka, le Nigeria et le Kenya. Prenons un moment pour examiner chaque pays. L'Irlande a un impôt sur les sociétés de 12,5%, ce qui lui a permis d'attirer de nombreuses grandes entreprises technologiques américaines. Le ministre irlandais des Finances, Pascal Donohoe, a déclaré qu'il ne se joindrait pas aux signataires, mais qu'il essaierait tout de même de trouver un résultat qu'il pourrait soutenir. Il a déclaré, je cite, « Je n'étais pas en mesure de me joindre au consensus sur l'accord et plus particulièrement sur un taux d'imposition effectif minimum global d'au moins 15%, aujourd'hui, ajoutant « J'ai exprimé les réserves de l'Irlande, mais je reste engagé dans le processus et j'ai pour objectif de trouver un résultat que l'Irlande peut encore soutenir. » La Hongrie, quant à elle, applique un taux sur les sociétés de 9%. Le ministre hongrois des Finances, Mihály Varga, rejette le taux de 15% qu'il juge trop élevé, déclarant « L'impôt minimum mondial entraverait la croissance économique. Le taux d'imposition prévu de 15% est trop élevé et il ne devrait pas être prélevé sur l'activité économique réelle. » Mais il a déclaré que la Hongrie continuerait de négocier. Passons maintenant à l'Estonie, qui a un taux d'impôt sur les sociétés de 20%, mais il existe une option de 14% pour certaines entreprises.
Le Pérou, quant à lui, a un taux d'imposition des sociétés de 29,5%. Quant à la Barbade, le taux d'imposition des sociétés se situe entre 0 et 5,5%. Il s'agit essentiellement d'un paradis fiscal. Saint-Vincent et les Grenadines a un taux d'imposition des sociétés de 30%. Le Sri Lanka a un taux d'imposition des sociétés de 14% pour la plupart des types d'entreprises. Le Nigeria a un taux d'imposition des sociétés de 30% pour les entreprises à haut revenu, de 20% pour les entreprises à revenu moyen et 0 pour les petites entreprises. Quant au Kenya, le pays a un taux d'imposition des sociétés de 37,5% pour les succursales des sociétés étrangères et 30% pour les sociétés nationales. L'OCDE a estimé qu'un taux minimum mondial d'imposition des sociétés d'au moins 15% générerait environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an. Il devrait entrer en vigueur en 2023. La secrétaire du Trésor Janet Yellen devrait faire pression sur ses homologues du G20 pour obtenir un taux minimum mondial d'imposition des sociétés supérieur au plancher de 15%, mais une décision sur le taux n'est pas attendue avant les phases ultérieures de négociation. L'accord devrait être approuvé par les dirigeants financiers du G20 lorsqu'ils se réuniront à Venise en Italie. Et pour en revenir aux États, l'administration Biden fait face à de nouvelles poursuites judiciaires. Le Dakota du Nord a intenté un procès à l'administration Biden pour avoir suspendu les nouvelles locations de pétrole et de gaz sur les terres et eaux fédérales. L'action en justice affirme que cette suspension coûtera à l'État des centaines de millions de dollars en perte de revenus. Elle affirme que les 2 ventes annulées cette année seulement ont coûté à l'État plus de 82 millions de dollars. Biden a ordonné l'arrêt des nouvelles ventes de concessions pétrolières et gazières dès les premiers jours de son mandat, invoquant les inquiétudes liées au changement climatique. L'action en justice du Dakota du Nord fait valoir que la décision de Biden était illégale. Elle demande au tribunal de rétablir les baux annulés et de bloquer toute annulation future. Le mois dernier, un juge de Louisiane a temporairement bloqué la suspension de Biden. L'administration continue néanmoins à élaborer des plans qui pourraient prolonger l'interdiction ou rendre les baux plus coûteux. Cette décision donne du temps supplémentaire à un procès de 13 États mené par le procureur général républicain de Louisiane, Jeff Landry. Jeff Landry a qualifié cette décision de victoire, déclarant dans un communiqué qu'il s'agit d'une victoire non seulement pour l'État de droit, mais aussi pour les milliers de travailleurs qui produisent une énergie abordable pour les Américains. Cela signifie que le projet de Biden de suspendre les nouvelles locations de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales est stoppé pour le moment. L'action en justice allègue que l'administration Biden a violé les dispositions de la loi sur la procédure administrative. Elle accuse également Biden d'avoir outrepassé les pouvoirs que lui confère la section 208 de l'ordre exécutif. Biden a signé ce décret le premier jour de son mandat. Il stipule que le gouvernement fédéral doit faire progresser la justice environnementale, les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience face aux impacts du changement climatique. Mais l'action en justice a fait valoir que M. Biden a outrepassé ses fonctions, affirmant que l'administration a sauté des étapes clés telles que les périodes de commentaires et autres étapes bureaucratiques requises. Ils affirment également que la décision coûterait de l'argent et des emplois aux États. C'est une position partagée par le juge qui a déclaré dans un mémo que les réclamations des États plaignants sont substantielles. Des millions, voire des milliards de dollars sont en jeu. Le juge déclare que l'administration Biden n'a pas fourni de justification suffisante pour sa décision en imposant le moratoire. Les 13 autres États qui ont rejoint la Louisiane dans le procès sont l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Géorgie, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l'Oklahoma, le Texas, l'Utah et la Virginie occidentale. L'action en justice stipule que, conformément à ces lois, le ministère de l'Intérieur a pendant des décennies délivré des baux pour l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur des terres publiques et dans les eaux offshore. Et la société canadienne TC Energy réclame 15 milliards de dollars de dommages et intérêts au gouvernement des États-Unis en raison de la décision de Biden d'annuler le projet de pipeline Keystone. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle avait déposé un avis d'intention auprès du département d'État pour entamer une réclamation au titre de l'accord de libre-échange nord-américain en vertu de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. La société a déclaré qu'elle visait à récupérer les dommages économiques résultant de la révocation du permis présidentiel du projet Keystone XL, ajoutant qu'elle avait subi une perte de plusieurs milliards de dollars,
plus de 15 milliards de dollars en raison de la violation par le gouvernement américain de ses obligations au titre de l'ALENA. TC Energy a proposé le pipeline pour la première fois en 2008. L'oléoduc aurait transporté plus de 800 000 barils ou 35 millions de gallons de pétrole brut chaque jour sur une distance de 1931 km du Canada à la côte du Golfe en passant par le Nebraska. La construction de l'oléoduc devrait permettre de créer et maintenir des milliers d'emplois et de faire progresser les États-Unis vers l'indépendance énergétique. Elle était également destinée à améliorer les relations commerciales avec le Canada et à fournir des recettes fiscales à des régions très pauvres. Les groupes environnementaux ont fait valoir que le pipeline aurait eu des effets durables également sur l'environnement. Lors de sa prise de fonction, M. Biden a déclaré dans son ordre exécutif que l'annulation du pipeline était nécessaire parce que celui-ci nuit à l'intérêt national des États-Unis. Mais Biden a dû faire face à un important retour de bâton de la part des républicains et des groupes industriels après avoir inversé le mouvement de l'ère Trump. En effet, 21 États ont poursuivi Biden en justice pour la suspension de l'oléoduc Keystone XL. Le Texas et le Montana ont été les fers de lance de cette action. Ils ont fait valoir que le président n'avait pas le pouvoir de modifier unilatéralement une politique énergétique définie par le Congrès lorsqu'il a révoqué le permis le premier jour de son mandat. Ce pouvoir, selon l'action en justice, appartient au Congrès. Il s'agit du pouvoir de réglementer le commerce interétatique et international, y compris l'octroi ou le refus de permis pour les oléoducs qui traversent une frontière internationale. Tel que vous n'entendez pas tous les jours, un meurtrier condamné a été élu à un poste à Washington tout en restant derrière les barreaux. Joel Caston, 44 ans, est toujours derrière les barreaux. Il est désormais la première personne incarcérée à être élue à un poste public à Washington. Il occupera un poste vacant dans l'une des commissions consultatives de quartier de Washington. Cette commission conseille le gouvernement local sur des questions de voisinage telles que la protection policière, le stationnement, le zonage, les licences d'alcool, le ramassage des ordures. Caston est en prison depuis 26 ans pour meurtre au premier degré. En 1994, il a tué un jeune de 18 ans. Il avait également 18 ans à l'époque. Il est actuellement derrière les barreaux au centre de détention de Washington et il devrait être libéré cette année ou l'année prochaine. Les 4 autres candidats contre lesquels il s'était présenté sont dans la même prison que lui. Le président de la commission consultative du quartier, Tyrell Holcomb, a déclaré que c'était une étape importante en disant, je cite, « La représentation est une partie importante de l'équité et de l'inclusion ». Caston a déclaré dans une vidéo de campagne que « Ma plateforme, dit-il, sera utilisée pour restaurer la dignité des personnes incarcérées pour que nous ne soyons plus jugés par notre pire erreur et pour établir l'égalité pour les populations masculines et féminines. Je serai votre plus grand défenseur, dit-il, pour m'assurer que votre voix et vos préoccupations soient entendues. » Fin de citation. Il s'engage donc à représenter ses électeurs en prison et hors de prison. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.